canadienne et l'accent canadien. Okay. Donc je vais faire ce cas avec Zoé Greenwald qui vient de la clinique L'Actuelle à Montréal. Bonjour et merci pour l'accueil aujourd'hui. Donc, je vous présente une cas clinique pour un homme homosexuel, âge de 27. Il rapporte les relations anales, réceptives et insertives et il rapporte qu'il utilise les condoms dans 95% des relations. Ses pratiques sexuelles incluent de fisting et rimming et dans les 12 derniers mois... Tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, du fisting, c'est de mettre la palme dans l'anus et de rimming, c'est une action orale avec la langue au-dessus de l'anus. Autour, ouais. OK, dans les 12 derniers mois, il a eu 5 partenaires sexuels réguliers et 100 partenaires sexuels occasionnels. Et ça, c'est une pratique élevée quand même pour un ARSA en Canada. Et il rencontre les partenaires au sauna et par les apps téléphoniques comme Grindr. Donc, ça veut dire que la plupart de ces partenaires sont les partenaires anonymes et qu'il ne connaît pas nécessairement l'histoire sexuelle de tous les partenaires ou si les partenaires sont séropositifs ou pas. Il utilise les drogues pendant les relations sexuelles, incluant cannabis, poppers, GHB et crystal meth, mais il rapporte aucune utilisation de cocaïne, ecstasy, héroïne ou opiacés et il n'a jamais fait des drogues par injection à vie. Donc, aussi son histoire médicale. Avant ça, il a eu juste une ITS à vie, gonorrhée. Il n'a aucun antécédent diabète, aucun antécédent psychiatrique ou atteint suicidaire et il est vacciné contre hépatite B. Est-ce qu'il est éligible pour la PrEP? Est-ce que vous pouvez lever les mains si vous pensez oui? Oui. Et si vous pensez non, levez les mains. OK. Alors, on va essayer de détailler un tout petit peu. Vas-y, Zoé. Donc là, vous avez les critères d'éligibilité à la PrEP à gauche en France et à droite au Québec. Donc Zoé vous en parlera. Moi, je vais vous parler de la France pour l'instant. Ça, c'est les critères d'éligibilité à la PrEP pour les homosexuels masculins. Donc c'est avoir des rapports anaux non protégés avec au moins 2 partenaires différents dans les 6 derniers mois. On voit qu'il avait 100 partenaires, lui, dans la dernière année, 100 partenaires occasionnels dans la dernière année, mais qu'il utilise le préservatif dans 95% des cas. Mais ça veut dire qu'il en a au moins 2 avec lesquels il n'a pas utilisé le préservatif différent. Donc, sur ce critère-là, il est éligible. Et après, c'est ou, vous voyez, c'est pas et. Il ne faut pas cumuler les critères. Un seul suffit. Ou ayant présenté une IST dans l'année, ou ayant eu plusieurs recours à des traitements post-exposition dans l'année, ou la consommation de substances psychoactives lors des rapports sexuels, ce qui est son cas. Il prend du GHB, du crystal meth pendant les rapports sexuels. Donc lui, il remplit au moins 2 critères d'éligibilité à la PrEP selon les critères français. Donc on va voir au Canada si les choses sont différentes. OK. Donc, au Québec, pour les ARSA et les femmes transgenres, c'est recommandé s'il y a une relation anale dans les 6 derniers mois pas protégée. Et en plus, s'il y a un antécédent syphilis ou une ITS bactérienne anale, s'il y a un partenaire séropositif avec une charge virale détectable, au moins une PPE, une prophylaxie post-exposition à vie, ou consommation des substances psychoactives pendant les relations sexuelles et plus de 2 partenaires sexuels au cours des derniers mois. Donc, pour lui, avec les 105 et les crystal meth et tout ça, il est une bonne candidate pour la PrEP. Donc, vous voyez, au Canada, il faut au moins 2 critères. En France, nous, on a besoin d'un seul critère. Oui, mais ça, c'est les critères et c'est aussi important pour les cliniciens. S'il y a un patient qui présente, qui veut commencer la PrEP, on ne va pas faire les exclusions, clairement. C'est le choix de la patient. Est-ce que quelqu'un a un commentaire avant qu'on poursuive? Non? Bon. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un très bon outil pour l'implantation de la PrEP qui est plus pour la PrEP à l'international et pas nécessairement pour les ARSA dans les pays comme France et Canada.
Donc, vous pouvez trouver ça le PrEP Implementation Tool de l'OMS. Et dans le module 1, il y a les critères cliniques pour les médecins. Donc. Alors, la deuxième question, c'est quel régime de PrEP vous lui prescrivez? En continu ou en intermittent? Alors, qui met du continu? Qui met de l'intermittent? Donc, la majorité choisit du continu. Est-ce que ceux qui mettent du continu, quelqu'un veut me dire pourquoi c'est du continu que vous préférez? Oui. D'abord, il a 5 partenaires sexuels et réguliers. Exactement. Donc, à cause de cela, pour moi, c'est un critère. Et ensuite, ils utilisent des stimulants, des stupéfiants. Oui. Et à cause de cela aussi, je dirais d'utiliser en continu les PrEP. Parce que pourquoi l'utilisation de stupéfiants, ça vous fait dire en continu? En continu parce que à tout moment, il peut risquer de contracter l'infection. Le schéma. Ouais. D'accord. C'est une bonne remarque. Et ceux qui mettent de l'intermittent, pourquoi vous mettez de l'intermittent? Je ne suis pas dans intermittent continu, c'était pour aller dans le même sens. Il utilise également Grindr, je crois, ce qui fait qu'il a forcément des rapports, disons, intempestifs selon les humains. Intempestifs? Non, vous voulez dire qu'il aura du mal à les programmer, c'est ça que vous voulez dire? Mais si lui vous dit qu'il peut les programmer, alors ceux qui mettent de l'intermittent, merci. Bien qu'il utilise des stimulants, il dit que dans 95%, ses rapports sont protégés. Et donc, je pense que pour ce faire, il peut utiliser la PrEP par intermittence. C'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que la PrEP, elle est utile pour les rapports qui sont à risque. Si dans 95%, il se protège avec le préservatif, peut-être qu'il n'a pas besoin de la PrEP pour tous les rapports. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas de vraie ou de fausse réponse. Hein. Ensuite, c'est à décider avec lui, en discutant avec lui de ce qu'il veut, de ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut anticiper les rapports, etc. Et juste une remarque par rapport à ce qui a été dit sur le fait qu'il utilise des substances psychoactives et peut-être du coup, il aura du mal à prendre ces comprimés, parce que ça, on n'a pas détaillé ça. Il y a une sous-étude de l'essai Hypergay qui s'est focalisée sur les personnes qui utilisent des substances psychoactives et qui a montré qu'ils étaient parfaitement protégés. Donc en gros, ils arrivent à respecter le schéma thérapeutique de la PrEP intermittente, même s'ils utilisent des substances psychoactives. Donc juste pour vous rappeler, quand même, comment ça se prescrit la PrEP. En continu, ça veut dire un comprimé tous les jours. Il ne faut pas oublier que pour les hommes, dans ce schéma-là, il faut 7 jours avant d'être protégé, le temps que les deux médicaments atteignent l'état d'équilibre dans la muqueuse rectale. Donc pendant les 7 premiers jours, on n'est pas protégé par la PrEP. Pour les femmes, nous en France, et dans l'AMM du Truvada, c'est écrit qu'il faut 21 jours pour que la femme soit protégée. Et parce que là, pour le coup aussi, pour atteindre l'état d'équilibre dans la muqueuse vaginale, c'est plus long. L'OMS dit 7 jours pour les femmes. En France, nous on dit 21 jours. Si on a le temps à la fin, je vous montrerai des données là-dessus. Et le schéma intermittent, effectivement, il faut programmer le rapport sexuel puisqu'il y a une période incompressible de 2 heures avant le rapport sexuel où il faut prendre une double dose de Truvada, donc 2 comprimés entre 24 et 2 heures avant le rapport sexuel. Et ensuite, il faut toujours finir le cycle avec 2 comprimés après le dernier rapport. C'est obligatoire. Donc, tant qu'on a des rapports, on prend un comprimé. Et après le dernier rapport, il faut toujours 2 comprimés. Un 24 heures après la dernière prise et un 48 heures après la dernière prise. Pas après le dernier rapport, après la dernière prise. D'accord ? Et le schéma intermittent, il est validé uniquement chez les HSH. Il n'est pas possible chez les femmes. Oui, rapide, hein. Oui, c'est juste par rapport aux 7 jours que vous parliez. Oui. Dans le cadre c'est pas moi qui parle, c'est des recommandations. voilà. Dans le cadre de la PrEP intermittente, comment on fait avec ces 7 jours-là? Justement, c'est la double dose ici qui vous affranchit des 7 jours. Puisque vous donnez cette double dose
vous donnez deux fois plus de médicaments, donc vous atteignez très vite des bonnes concentrations dans le tissu rectal, à condition qu'il y ait au moins 2 heures entre la double dose et le rapport sexuel. C'est cette double dose qui permet de s'affranchir des 7 jours. On peut le faire dans le schéma continu, pareil, on peut donner une double dose et ensuite dire à la personne, dans 24 heures, vous êtes protégé si elle fait un schéma continu. Mais si on veut faire classiquement, avec un seul comprimé, il faut 7 jours. Question. Non, on attend le micro. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une explication pourquoi l'intermittent n'est pas valable chez les femmes? Je vous le montrerai à la fin, promis. En fait, on a des données et on n'a pas des bonnes concentrations au niveau du vagin. Et du coup, c'est moins protecteur en intermittent quand on prend et qu'on arrête. Mais je vous montrerai les données à la fin, promis. Je les ai. C'est prévu. Donc, j'ai un peu des données de l'efficacité de la PrEP à partir des essais cliniques. Et en fait, pour répondre à votre question aussi, l'étude HyperGay, c'est la seule étude qui a prouvé l'efficacité de le régime intermittent et c'est fait chez les ARSA. Donc, on n'a même pas les données pour répondre à la question, mais on a les données sur la protection dans le canal vaginal qui est différent qu'à l'anal. Donc, parmi toutes les études qui ont été faites, on a vu une réduction de risque de 50% de transmission de VIH chez les patients sous traitement Truvada. Mais c'est vraiment lié avec l'adhérence. Donc, c'est très, très efficace chez les gens qui sont adhérents. Et puis, dans le boîte rouge, j'ai mis les données sur la réduction de risque pour le régime en continu, qui est 46% moins des infections, et puis c'était 86% moins des infections chez le monde qui a pris en intermittent. Alors, c'est 46% en continu, mais quand on prend la population globale de l'étude, ça veut dire ceux qui prennent et ceux qui ne prennent pas. Quand vous vous focalisez, regardez ici, quand on se focalise sur ceux qui ont du médicament détectable dans le sang, je ne vous dis même pas des bonnes concentrations. Ils ont juste des traces de médicaments dans le sang. Dans l'essai Hyprex, la protection, c'est 92%, au lieu de 44% pour la population globale. Et dans les essais chez les hétérosexuels, hommes et femmes, la protection, c'est de 86 à 90% versus 60 à 70% quand on prend la population globale. Donc vraiment, quand on se concentre sur ceux qui prennent correctement le traitement, on a des taux de protection qui sont très bons et qui sont aussi bons que le traitement intermittent. Donc, on est aux alentours de 90% de protection. Oui, et en fait, au mondial, il y a juste 3 cas documentés de patients qui étaient infectés avec adhérence et c'est les cas très particuliers. Aussi, à la clinique actuelle, on n'a eu aucune séroconversion des patients sous PrEP. Je ne sais pas en France, mais je pense non, aucune en France non plus. Donc, c'est très efficace et c'est très corrélé. Ça, c'est une graphique avec la corrélation entre efficacité et l'adhérence à la PrEP. Donc, avec 90% d'adhérence, on voit plus de 80% d'efficacité. Donc, à l'actuel, ça c'est une petite graphique pour comment on donne la PrEP en pratique. À la première visite, on collecte les données socio-démographiques et l'historique d'ITS. Information si le patient a déjà utilisé les antirétroviraux pendant une PPE. Puis on évalue les besoins des patients, l'indication de traitement, le type, est-ce que ce serait en continu, intermittent, et on fait un dépistage complet des ITSS et un counseling sur la prévention combinée. Puis, on fait un premier suivi à 1 mois et à la suite, les suivis sont trimestriels. Et on évalue l'utilisation de Truvada, l'observance du traitement, effets secondaires et comportement sexuel s'il y a les changements. On fait un bilan de base, un dépistage ITS, un counseling ITS. Et puis, on peut réévaluer le traitement PrEP et changer entre un régime continu ou intermittent à besoin de le patient. Alors ça, c'est le schéma de suivi en France. Donc, vous voyez qu'en France, les éléments dont on a besoin avant de démarrer la PrEP, c'est essentiellement la fonction rénale à cause de la toxicité potentielle du tenofovir, disoproxylfumarate, et la sérologie VIH, bien sûr, les hépatites virales, parce que s'il y a une hépatite B, qu'est-ce que ça va changer? S'il y a une hépatite B, on ne peut pas faire d'intermittent. Donc, c'est forcément du continu. Il faut savoir s'il y a une hépatite C parce que là aussi on peut la traiter. On dépiste les IST et on recherche une potentielle grossesse si c'est une femme.
Et surtout, là où je voulais vous demander, quand c'est marqué sérologie VIH, à votre avis, c'est un TROD, un test rapide, ou une sérologie ELISA par prise de sang qu'il faut faire? Qui dit un TROD, un test rapide? Alors, je vous donne la parole. Moi, je ferai le TROD et puis après, s'il faut confirmer. Et le TROD. D'accord. Donc et vous n'avez pas peur des faux négatifs? Quand même qui sont très performants et qui sont largement Qu'est-ce que évalués. le TROD détecte? Les anticorps. Ah Oui, je ne serai pas dans la séroconversion. Vous vous adressez à qui là? C'est qui la population à laquelle vous vous Ah adressez? oui, c'est une population très exposée. Et donc, qu'est-ce qui est plus adapté? Sur quoi vous allez passer à côté de quoi? Génotypique. Je vais faire des tests génotypiques. Non. Enfin, non. Test ELISA. Pourquoi des tests ELISA? De 4e génération, peut-être. Mais même les 4e générations. Il faut que vous ayez une détection d'antigènes pour ne pas passer à côté des primo-infections. Dans 50%, les primo-infections sont asymptomatiques. Si vous dites à quelqu'un qu'il est négatif, vous le mettez sous PrEP alors qu'il a 2 millions de charges virales. Premièrement, il se pense séronégatif, il va continuer à avoir des rapports non protégés. Deuxièmement, il va faire de la résistance parce qu'il a 2 millions que vous mettez une bithérapie, il va transmettre un virus résistant à la PrEP. Qu'est-ce qu'on fait de l'antigène P24? Ah non, oui, mais alors l'idéal, dans un monde idéal, on ferait une charge virale. Mais ça coûte cher, on n'a pas le résultat aussi rapidement, et donc c'est pas adapté. Alors on peut passer à côté, et justement, exactement, on peut passer à côté, mais si on passe à côté, il y a cette visite obligatoire à 1 mois. Pourquoi on voit les gens à 1 mois? On ne les voit pas pour la créatinine. Il ne va rien se passer en 1 mois sur la créatinine. On oublie la créatinine en 1 mois. On les revoit à 1 mois pour s'assurer qu'on n'est pas passé à côté d'une primo-infection à J0. Cette visite 1 mois, elle est obligatoire. Personne ne doit partir avec une ordonnance de PrEP la première fois pour plus qu'1 mois. Alors s'ils sont en intermittent, ça peut durer plus qu'1 mois, mais ils auront une seule boîte. Ils ne peuvent pas avoir plus qu'une seule boîte parce qu'il faut qu'ils reviennent au bout d'1 mois et qu'on vérifie qu'on n'est pas passé à côté d'une primo-infection à J0. Oui, je vous donne. Il y a madame d'abord. Donc, dans ce cas, on peut utiliser le TROD 3e génération et dans 1 mois, on refait le test pour s'assurer. Mais c'est plus coûteux. Donc, si on veut vraiment généraliser la PrEP, on ne peut pas. C'est dans les recommandations de l'OMS. Hein. Le dépistage, quand on s'adresse à des populations à haut risque, ça ne peut pas être un dépistage avec des anticorps simples. C'est écrit dans les recommandations de l'OMS. Hein. Le dépistage, quand on est dans une zone à prévalence pas très élevée, on peut faire du TROD, il n'y a pas de problème pour en dépistage généralisé. Quand vous êtes chez des HSH à haut risque, s'ils veulent la PrEP, c'est qu'ils sont à haut risque d'infection. Donc chez eux, le TROD n'est pas adapté pour les dépister. Alors, est-ce que je peux ajouter un petit mot? Donc il y a, quand on dit TROD comme ça, on veut tous dire test rapide anticorps. On est d'accord? Il y a des nouveaux tests rapides, anticorps, antigènes, qui s'appelleront quand même des TROD, mais de 4e génération, et qui, eux, sont performants pour dépister l'antigène dans des primo-infections. Est-ce qu'ils seront moins chers que l'ELISA? Moins chers que l'ELISA, c'est une bonne question. Je ne sais pas. En tous les cas, ils sont pour certains, ils sont longs à faire, c'est-à-dire qu'il faut 20 minutes minimum pour avoir une fenêtre positive. Moins cher que l'ELISA, je pense que ça va être difficile. Ouais, bah oui. Mais dans les pays où aujourd'hui on veut implémenter la PrEP maximum et que donc la seule solution c'est avec les TROD quand même anticorps. Donc la seule chose qu'on dit c'est la répétition. Effectivement, vous initiez la PrEP et vous répétez votre dosage à 1 mois pour pouvoir arrêter et surtout vous traquez les signes cliniques, etc. Parce que ça va être implémenté quand même avec des TROD anticorps. Et il faut vraiment, il faut pas laisser les virus avec une bithérapie fonctionner. On va avancer. Non, on avance. Allez. Alors. Malgré son activité élevée sexuelle, il a été prescrit PrEP en intermittent parce qu'il a dit qu'il a bien de planifier toutes ses relations sexuelles et qu'il peut accorder avec le régime intermittent.
Donc, à la visite M3, le patient revient avec des nausées et les troubles digestifs invalidants. Que proposez-vous? À votre avis, qu'est-ce que vous avez comme explication là-dessus? Il est sous PrEP avec un régime intermittent. Il n'a pas de diarrhée. Il a des ballonnements digestifs et des nausées. Oui. Normalement, ça peut être des effets secondaires. Des effets secondaires de la prise de la PrEP, mais normalement, ça disparaît au bout de 2 semaines. Là, il est à M3. Ça disparaît au bout de 2 semaines dans quel contexte? On continue, s'il prend en continu. Lui, il est en intermittent, ça veut dire qu'il arrête et il reprend, il arrête et il reprend. Et quand il reprend, c'est un double dose. Vas-y, avance. Donc ça, c'était pour vous montrer globalement dans toutes les études PrEP versus placebo. Plus de 10 000 personnes qui ont reçu la PrEP ou un placebo, donc des données très robustes. Et globalement, la PrEP par le Truvada, c'est très bien supporté. Il n'y a aucun signal d'alerte majeur. Ce qu'on a vu en revanche, on avance. Là, vous avez dans ce qui s'est passé dans l'essai IPREX, donc la PrEP en continu versus le placebo. Dans le bras médicaments, il y avait quand même pas mal de participants qui se plaignaient de nausées dans les 3 premiers mois. Vous voyez, c'était quand même beaucoup plus élevé que le placebo. Et ensuite, effectivement, au bout de 2-3 mois, c'est exactement pareil que le placebo. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu pas mal de personnes qui se sont plaintes de nausées. On peut imaginer que la double dose à chaque fois peut augmenter cet effet indésirable. La suivante. L'autre chose qu'on peut voir avec le Truvada, c'est la diminution de la clairance de la créatinine. Effectivement, plus on prend de comprimés, plus on a ce risque. Mais le risque, il est essentiel quand on a déjà une clairance au départ qui est inférieure à 90 ou quand on a plus de 40 ans. Donc si on a une fonction rénale normale au départ, c'est une clairance à plus de 90 et qu'on a moins de 40 ans, le risque qu'on ait des soucis au niveau de la clairance est quasi négligeable. Et il se passe aussi des choses au niveau de la densité minérale osseuse. La toxicité rénale, elle entraîne une fuite de phosphore et de calcium, donc ça peut entraîner une déminéralisation. Mais ce qui est rassurant, c'est que là, quand vous avez décès ici, ça veut dire discontinuation, donc arrêt de la PrEP. Vous voyez qu'on revient tout de suite, dès qu'on arrête, on revient à l'état initial, donc on récupère. C'est tout à fait réversible à l'arrêt de la PrEP. L'avantage de la PrEP, c'est que c'est un traitement qui n'est pas pour la vie, c'est un traitement pour une période donnée où on a des comportements à risque de transmission, à risque d'acquisition du VIH, contrairement à l'acquisition du VIH où là on aura un traitement à vie. Donc c'est tout à fait réversible et ça concerne assez peu de personnes et à l'arrêt on récupère parfaitement. Oui, il n'y a aucune donnée pour les fractures ou les conséquences d'une diminution des densités, c'est juste par scan. Donc, à l'actuel, on a vu quand même que dans l'étude IPREX, qu'au primaire suivi, ça c'est par effets secondaires ressentis et ça regroupe tous les effets secondaires. C'est pas juste les nausées, mais on a vu qu'il y a une proportion de 40% qui a rapporté les effets secondaires, mais ça a diminué beaucoup, comme vous pouvez voir. Alors, juste précise, oui, comment... Oui, et ça c'est avec 80% des patients sous PrEP en continu et à peu près 20% sous PrEP à l'intermittence. Donc, voilà, lui, on est repassé à un schéma continu chez lui et ça s'est beaucoup amélioré au niveau des troubles digestifs. Donc, question 4, quel dépistage faites-vous à chaque visite? Alors, à chaque fois qu'il vient, donc tous les 3 mois, qu'est-ce que vous dépistez? Gonocoque? Qui dit oui? À chaque visite. Même s'il n'y a pas de symptômes. Qui dit oui? Chlamydia? Oui. Syphilis? Hépatite C? Oui. Est-ce que quelqu'un dépiste autre chose qu'on n'a pas mis? Mycoplasme, je sais pas. Ça se discute. Oui, ben on est là pour discuter. Ça dépend. Enfin, à Bordeaux, je sais qu'ils le font systématiquement. À Toulouse, maintenant, on l'a mis dans le bilan systématique. Et finalement, on en trouve. Et finalement, on les traite. Et je pense qu'on... tous les 3 mois aussi, en fait? Ouais. Le peu qui ont levé la main, ils ont dit oui. Et finalement, je pense qu'on diminue l'inflammation globale du tractus génital en les traitant. Et alors, ceux qui disent hépatite C, il faut une sérologie ou des transaminases ou les deux? Qui fait des sérologies tous les 3 mois? Qui fait des transaminases tous les 3 mois? D'accord, ok.
On Et avance? pour ceux qui n'ont pas levé les mains, c'est notre pratique aussi à l'actuel. On ne fait pas un test dépistage pour hépatite à chaque suivi, mais à la visite initiale, on va faire un test. Quel test? Anticorps. Ouais. Oui. Sorry, anticorps. Demain, à 17h, vous Elisa. aurez un topo sur l'hépatite C aiguë dans le contexte de la PrEP et que l'anticorps et les alates, forcément, pour dépister des hépatites C aiguës, ben, on passe un peu. Oui, rapide, hein, Naja. Si chez ce genre de personnes, on ne fait pas le dépistage du papilloma au niveau rectal? Mais pas à chaque visite. Oui, c'est sûr qu'à la visite initiale, c'est obligatoire normalement. Il faut quand même vérifier les organes génitaux et l'anus. Donc ça, c'est indispensable. Et après, au cours du suivi, c'est au moins une fois par an. Mais c'est pas à chaque visite. Mais tu as parfaitement raison. Oui, et c'est notre pratique au Canada offre le vaccin gratuit pour toutes les ARSA. Et on valorise les premières visites pour le faire. Je vous rappelle aussi qu'il faut chercher l'hépatite A pour les HSH avant de démarrer. C'est une occasion. Et s'ils ne sont pas vaccinés, il faut les vacciner. Le non-avalant. Alors, est-ce que l'indication de HPV va arriver pour les HSH? Donc, elle est arrivée jusqu'à 26 ans. Ah non, après, pour l'instant, il n'y a rien. Mais jusqu'à 26 ans, nous, en France, on peut vacciner les hommes homosexuels masculins. Jusqu'à 26 ans, on peut rattraper la vaccination HPV. Au-delà, pour l'instant, il n'y a rien qui est démontré. Il y a une étude qui est en cours au Royaume-Uni, je crois, pour les 40-45 ans. Jusqu'à 45 ans. OK, ça c'est partie des lignes directrices canadiennes pour la PrEP. Il faut qu'on avance là. Ah, OK. Donc, on a dit ça. On a dit, toi, OK, tu oui. dis pas... C'est très similaire de celui en France que j'ai déjà expliqué. Et puis, on va passer. Donc, est-ce que vous cherchez sur les 3 sites? Ce serait Donc, gorge... ceux qui cherchent chlamydia, gonocoque, est-ce qu'ils cherchent gorge, anus, urine à chaque visite? Levez la main ceux qui font ça. Les autres, vous faites quoi? Vous faites quoi? Nous, en Suisse, on fait les 3 sites à chaque visite. Simplement parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a beaucoup d'infections qui sont asymptomatiques sur d'autres sites. On va passer la diapo suivante. Effectivement, là, vous avez une étude à San Francisco. Vous voyez que ce qui est en rouge, c'est ce qui est asymptomatique. Et ce qui est en vert, c'est ce qui est symptomatique. Donc, une fois qu'on a démarré la PrEP, après, si vous ne faites que en cas de symptômes, vous passez à côté de 77% des infections à M3 et 68% des infections à M9. Donc, clairement, c'est important d'aller chercher les autres sites pour les traiter si jamais l'infection est détectable, pour tarir le potentiel d'infection. Donc, ici, c'est un aperçu de la première année sous PrEP pour cette patient. Il a débuté en décembre 2014 et il a passé ses premiers 6 mois sous PrEP à l'intermittence. Il a eu une chlamydia urétrale en février, c'était une qui est asymptomatique. Puis, il a arrêté pendant un peu et recommencé quand il est revenu à son 2e suivi. Il a eu une gonorrhée rectale asymptomatique. À son 3e suivi, à le 2e suivi, il a passé en régime en continu. À le 3e suivi, il a eu une gonorrhée et une chlamydia rectale, tous les deux sont asymptomatiques. Et puis, en décembre, il a eu une gonorrhée symptomatique. Donc, son adhésion était bon. Il a rapporté aucune dose manquée. Et pour ses relations sexuelles, il a dit qu'il utilise moins de protection qu'avant. Et son usage de drogue était stable. Donc, alors là, il arrive entre 2 visites en urgence. Il a un écoulement anal, des douleurs anales. Qu'est-ce que vous suspectez comme diagnostic? Que quelqu'un juste me dise un diagnostic possible. Neisseria gonorrhée. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Une rectite à chlamydia. Une rectite à chlamydia. Ok, donc on a effectivement ces 2 hypothèses-là principalement. Est-ce que vous traitez avant les résultats des prélèvements que vous faites ou vous attendez les résultats? Qui traite avant? Qui attend les résultats? Et les autres, ils font quoi? Ils appellent un ami, ils font le 50-50. Ok, on continue. Bon, le traitement, c'était une rectite à chlamydia, lui. Il a fait une rectite LGV, donc un sérovar L3.
Du coup, quel est le traitement là d'une rectite à chlamydia LGV? C'est quoi le traitement? Tétracycline, combien de temps? Combien de temps? 7 jours, on me dit ici. Là, on me dit 21 jours. 2 semaines. Le traitement, c'est doxycycline, 200 mg, 21 jours. Hein. Surtout, pas 7 jours, 21 jours. Pour la rectite à LGV, c'est 21 jours. Donc, ça, c'est la deuxième année. Et bien sûr, on a le... D'accord. 20 secondes. Oh gosh. OK, c'est impossible. Donc, bien sûr, il y avait une gonorrhée et une chlamydia en février. OK, le sommaire, c'est 4... En 2016. En 2016, 4 gonorrhées, une chlamydia, une LGV et une cas de syphilis. Je vais juste dire 20 à 50 partenaires sexuels chaque 3 mois. Donc, il a vraiment... Et il a laissé le condom complètement. Il a utilisé aucun condom. C'est ça qu'il a rapporté à le médecin. Oh, OK. Avance. La suivante. Voilà, donc ça c'est lui en 36 mois de PrEP, 11 gonorrhées, 5 chlamydia, une LGV, une syphilis, une hépatite C dont on ne vous a pas parlé. Avance. Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que les IST augmentent sous PrEP? Qui dit oui? Qui dit non? Bon, alors je vous dis un peu ce qu'on a dans la littérature. En fait, il faut savoir ce qu'on cherche. Les IST, les homosexuels qui ne sont pas sous PrEP, on ne les dépiste pas tous les 3 mois au niveau de la gorge, de l'anus et des urines. Hein. Donc c'est joli de dire ça augmente, mais avant, on ne cherchait pas. Donc là, vous avez une étude européenne, 10 000 participants. Donc seulement 10% sont sous PrEP. Et quand on leur demande est-ce que vous êtes testé pour les IST dans la dernière année, ceux qui ne sont pas sous PrEP, il y en a 31 qui ne sont pas testés dans la dernière année. Et ceux qui sont sous PrEP, seulement 13% ne sont pas testés. Donc ça veut dire que quand on est sous PrEP, on est testé plus fréquemment. Donc quand on cherche, on trouve. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand on a regardé les études dans les phases ouvertes, pas versus placebo. Donc quand tout le monde savait qu'il prenait la PrEP, dans l'essai IPREX, phase d'extension, il n'y avait pas d'argument pour une augmentation des IST. Dans l'essai hypergay, dans la phase en ouvert, il n'y avait pas d'augmentation significative des IST. Et dans l'essai PROUD, l'essai anglais, où c'était PrEP immédiate versus PrEP différée 1 an plus tard, il n'y avait pas de placebo. Les IST rectales, 35 versus 32, c'était exactement pareil. Donc pas d'argument, en tout cas numérique, pour dire qu'il y avait une augmentation. Ça, c'est tout récent, les études de la cohorte à Amsterdam. Pas d'augmentation des IST bactériennes sous PrEP. Vous voyez, là, au bout de 18 mois de suivi, il n'y a pas d'augmentation. En revanche, il y a plus d'IST quand on est en PrEP continue que quand on est en PrEP intermittente. Et c'est plutôt lié au nombre de partenaires qu'au fait d'être sous PrEP. Et puis, finalement, je vais faire ça et je vais arrêter. Ça, c'était très intéressant aussi pour vous montrer quand même le timing de l'augmentation des IST aux États-Unis. Vous voyez que les IST augmentent globalement depuis les années 2006-2007, quand on a commencé à utiliser les tests nucléiques pour les dépister, premièrement. Deuxièmement, elles augmentent bien avant la PrEP. Aux États-Unis, la PrEP, c'est 2012. Et puis, voilà ce qui s'est passé entre-temps. Il y a eu l'iPhone en 2007. Il y a eu les applications en 2008. Il y a eu Grindr en 2009. Il y a eu l'assurance pour les moins de 26 ans aux États-Unis qui a fait qu'ils ont peut-être été se faire dépister plus souvent. Il y a eu les résultats d'HPTN 052 qui ont dit qu'on pouvait avoir des rapports non protégés avec un partenaire séropositif traité. Donc des choses aussi en faveur de la non-utilisation du préservatif. Il y a eu la PrEP en 2012, l'assurance Obamacare un peu plus tard, et puis les guidelines du CDC pour dire qu'il fallait dépister tous les 3 mois. Donc tout ça, ça peut contribuer aussi au fait qu'on trouve plus d'IST, pas parce qu'elles augmentent sous PrEP, mais parce qu'on les cherche mieux et différemment. La dernière chose aux États-Unis, le nombre de personnes éligibles à la PrEP, c'est 1 million. Actuellement, il y a un peu moins de 100 000 personnes sous PrEP. Donc, je ne peux pas imaginer que les 100 000 personnes sous PrEP soient responsables de l'augmentation des IST. Voilà, on va arrêter là et on va laisser la suite aux hépatites. Et puis pour les femmes, je vous en parlerai en aparté tout à l'heure.